Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok, super. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Guillaume, penses-tu pour nous aider pour l'ITA? Euh, Tu peux toujours nous envoyer une demande. La seule chose, c'est que les formations ici ne sont pas des formations agréées ITA. Donc, tu peux toujours nous envoyer une demande par mail, Michael, et voilà, et en fonction de ça, on pourra. Nous, on sait voir le pourcentage de présence de la personne qui a regardé. Vous êtes enregistré, donc ça veut dire que si vous êtes inscrit et que vous devez partir plus tôt ou que vous ne regardez pas, vous recevez le lien de replay. Et en plus de ça, on les publie, quasiment tous nos webinaires sont publiés sur YouTube. Donc, on peut bien sûr regarder aussi sur YouTube, même si vous ne vous inscrivez pas. Voilà. Alors, je vois ici, on parle de catégorie B, je ne sais pas, je vois quelqu'un qui ne nous entend pas, je vois que tout le monde nous entend, donc j'aurais plutôt tendance à dire, c'est peut-être les écouteurs qui ne fonctionnent pas chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, n'oubliez pas que dans le pire des cas, c'est fait. Alors, génial. Alors, aujourd'hui, donc comme vous le voyez, dans l'agenda, il y a 3 points. On va repasser d'abord le cadre légal, ça c'est Victor qui va s'en charger. Et puis, on analysera le modèle de l'ITA. Voilà, et Victor donnera encore aussi quelques petits feedbacks, quelques petites explications. Mais je pense qu'avec le premier point, il va passer tous les points en vue. Ça sera déjà beaucoup plus simple. Et dernièrement, moi, je vous montrerai les petits points concernant le rapport annuel à MLCO, de comment ça peut vous aider. Donc voilà, alors Victor, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Oui, on va reprendre donc ce rapport annuel qui semble manifestement vous intéresser beaucoup. J'en ai beaucoup entendu parler, on m'a beaucoup posé de questions, ça semble une montagne. Vous avez un modèle, hein, l'ITA a publié un modèle qui est très bien. En fait, il est très bien. D'ailleurs, dans le cadre de mon exposé, je vais suivre ce modèle. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas l'ITA qui vous l'impose, mais c'est bien une obligation légale, hein. Comme bien souvent, cette loi 2017 à la base, donc la loi anti-blanchiment est pensée pour les banques, ce qui fait qu'elle génère une quantité de paperasse assez indescriptible, mais vous y êtes tenu. Donc, il vous appartient donc eh bien de vous y plier et de réaliser tout ça. Alors, le rapport annuel de la MLCO, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a la manière de le voir la pire, c'est-à-dire de voir ça comme une pure formalité administrative insupportable à remplir. Mais en fait, c'est un outil à plusieurs aspects, sur plusieurs angles avec beaucoup d'utilité. Donc, pour vous, c'est un outil de gestion du risque. C'est un outil qui vous aidera à déterminer les procédures et en définitive, un outil de gouvernance. C'est un outil qui vous servira également pour passer haut la main le contrôle qualité qui ne manquera pas de venir. Et en parlant de qualité, vous savez que depuis le 1er janvier, c'est une norme, vous êtes astreint à une norme qualité. Dites-vous bien que même si ça vous semble un peu obscur, toutes ces procédures de conformité sont basées sur les mêmes principes et sur les mêmes questions, que ce soit l'anti-blanchiment, le règlement général de protection des données ou la norme ISQM ou autre nom qu'on donnera à la norme de qualité, on est sur le même schéma à chaque fois. Alors, on va reprendre exactement le modèle que l'ITA vous propose et vous verrez que tout y est. Et on va le suivre dans l'ordre pour que vous voyez en même temps ce qu'il faut mettre dans chacune des cases et l'utilité de chacune de ces dernières cases une fois qu'elles seront remplies. Alors, on va commencer par un petit rappel. Donc, il y a une identification du cabinet. Je vais vous faire l'injure de vous dire qu'à côté de nom, il faut mettre votre nom et qu'à côté de prénom, le prénom, hein. Ça, je pense que jusque-là, on est bon. Juste quelques particularités. Donc, la personne responsable au plus haut niveau, c'est le dirigeant. C'est concrètement la personne, le nom le dit bien. La MELCO, ce sera la personne qui, au sein de votre cabinet, sera chargée de gérer ces questions spécifiques d'anti-blanchiment. Et il y aura encore une fonction qui sera prévue, c'est les auditeurs externes qui seront là pour et exclusivement les cabinets de plus de 100 personnes. Pour les cabinets de moins de 10 collaborateurs, la personne responsable au plus haut niveau peut faire office de MELCO. Je vous conseille peut-être pas de le faire, mais de réfléchir de manière plus intelligente en vous disant que ce sera moins de travail pour une personne qui sera spécifiquement dédiée à la MELCO que pour le dirigeant d'entreprise qui ne fera que ça. Il y a une précision, le dirigeant, la personne responsable au plus haut niveau doit être inscrit à l'ITA. La MELCO ne doit pas forcément
Ça pourrait être même un juriste qui n'est pas, bon, un juriste ou une autre personne qui n'est pas expert comptable, mais elle doit quand même justifier d'un certain degré de compétence. Donc avec ça, vous avez les questions de savoir qui fait quoi. Alors, on va vous demander dans un premier temps, est-ce que vous aviez réalisé au cours de l'année une évaluation globale des risques? Si vous le voulez, c'est peut-être une question qu'on reverra dans un autre webinaire. C'est relativement intéressant. C'est-à-dire que vous devez réfléchir au cours de l'année et chaque année sur la question, est-ce que le risque auquel mon cabinet est exposé, est-ce que ces risques ont évolué? Est-ce qu'il y a eu un changement législatif? Est-ce que ma clientèle a grandi? Est-ce que ma clientèle a changé? Est-ce que des nouvelles technologies comme l'introduction de la crypto-monnaie et autres ont changé la donne? C'est simplement une réflexion que vous devez avoir. Et donc, en fonction de ça, éventuellement, adapter votre manuel de procédure, c'est ce qui vous est demandé, et considérer également dans votre gestion de l'année, est-ce que vous avez connu des manquements? Des manquements, c'est tout bête. C'est peut-être trouver dans Feed Manager des cartes d'identité périmées. Ça ne devrait pas arriver. Normalement, l'outil vous fournit des rappels. Guillaume vous expliquera très concrètement en quoi Fleet Manager peut vous aider pour la gestion de ces questions-là. Et c'est ça les manquements. Ce sont des choses relativement simples. De la même manière, on vous posera par la suite. Juste avant que tu passes Oui. au point 3, je vais en profiter pour faire un petit sondage et j'en profiterai également pour répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, donc je vais en profiter pour publier ce petit sondage. Donc, comment est-ce que vous qualifieriez-vous votre rapport annuel AML? Et donc, voilà, je vous laisse répondre afin que... Oui, Guillaume, s'il y a une question particulièrement pertinente et que tu estimes que je dois peut-être m'y arrêter, c'est que je n'ai pas été clair si la question revient et j'ai aucun souci à m'arrêter et à revenir dessus. Alors, première chose, il y en a qui ont demandé le PowerPoint. Donc, le PowerPoint, si vous le souhaitez, je vous invite à envoyer un mail sur la boîte info@fit-manager.com et la même chose pour ceux qui désiraient une attestation ITA. Alors, une fois de plus, ici, vous me la demandez. D'habitude, on ne donne pas d'attestation ITA pour les webinaires parce que voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça ne sert à rien de le noter dans le chat. On ne tiendra pas compte du chat. Mais si vous avez une demande, je vous invite à la faire par mail sur la boîte info et on regardera ce qu'on peut faire puisque ça demande beaucoup de travail d'aller vérifier personne par personne si vous avez bien suivi les 100% de temps du webinaire. Donc voilà. Okay. Mais de ce que je vois qu'on note, vous pouvez par vous-même la noter comme encoder la formation en catégorie B, si j'ai bien compris ce qui est noté dans le chat. Donc voilà, allez. Hop. Donc voilà, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je reviens peut-être un petit peu en arrière. Donc globalement, chaque année, vous devez vous interroger, ce qu'on appelle un KYB. Est-ce que je suis toujours bien, donc know your business, est-ce que je suis toujours bien à tout niveau? Est-ce que j'ai constaté des manquements? Et en fonction de ça, est-ce que j'ai mis mon manuel de procédure à jour? Juste peut-être bien réexpliquer KYB. Know your business, c'est-à-dire que vous devez faire une analyse. Comme il y a en gros les connaissances que vous devez avoir pour l'anti-blanchiment se résument en 3 c'est-à-dire knowledge, pardon. Know your customer, connaître vos clients. Know your transactions, c'est-à-dire les transactions que eux effectuent principalement, pas les vôtres, et know your business, c'est-à-dire savoir de quoi est constituée votre entreprise, votre cabinet, c'est-à-dire en termes de clientèle, mais aussi en termes de force ou de manquement. Si par exemple 2 de vos collaborateurs expérimentés vous ont quitté cette année et que 2 stagiaires les ont remplacés, manifestement, vous avez et vous le percevez, peut-être au niveau de la détection de certaines opérations atypiques, on y reviendra, une petite lacune. C'est-à-dire, et en fonction de ça, est-ce que vous avez adapté votre procédure? Ben oui, mais avant que les collaborateurs ne terminent quelque chose, j'aimerais quand même y jeter un œil, ou j'aimerais bien qu'un associé ou quelqu'un avec plus d'expérience y jette un œil avant qu'on dise « Ok, c'est bon, et on passe à autre chose ». C'est-à-dire la connaissance de votre cabinet. Et en fonction de ça, bien, vous adapterez vos procédures. C'est-à-dire, avant d'envoyer, j'aimerais bien quand même relire. C'est aussi simple que ça. Ce ne sont que des mesures de bon sens. Mais comme la loi impose une question de faire et démontrer qu'on a fait, mais obligatoirement, ça impose de faire certaines paperasseries ou certaines justifications qui démontrent qu'on les a faites. On y a pensé, mais il faut montrer qu'on les a faites. Rajouter 2 choses, Victor, que tu as dit. C'est nous, on le constate bien souvent que, effectivement, vous ne le notez pas dans le manuel de procédure, par exemple, mais vous le faites
Donc, je reprends l'exemple de Victor, qui est un très bon exemple, hein. Vous avez deux personnes expérimentées dans votre cabinet, que vous remplacez par deux juniors, etc. Ben, indirectement, vous allez vérifier. Mais ce qu'on vous demande, malheureusement, ben, c'est de documenter tout ça. Et la deuxième chose, c'est concernant le KYB, c'est je pense aussi qu'on parle sur Be Excellent comme l'évaluation globale des risques du cabinet. OK. Oui. J'ai juste voulu passer une question qui revient très souvent. Si je suis tout seul, à quoi sert d'avoir un manuel de procédure? Eh bien, c'est à expliquer que vous travaillez bien et comment vous travaillez. Parce qu'en définitive, si personne ne sait que vous le faites bien, en cas de contrôle, c'est tout aussi difficile. Vous avez certainement une manière de faire. L'expliquer ne vous prendra pas beaucoup de temps puisque fatalement vos procédures sont assez réduites, mais les tenir à expliquer. Parce que ce qu'il faut, c'est le faire bien, dire comment on le fait bien et permettre en cas de revue qualité, parce qu'il y aurait aussi des revues qualité pour une seule personne, que le confrère qui viendra vous visiter dans le cadre de la revue puisse vérifier que vous y tenez. J'ai des procédures et je m'y tiens, même si je suis tout seul. Et les procédures que vous avez besoin quand vous êtes tout seul, c'est au niveau anti-blanchiment. Pour le reste, puisqu'il y a toujours, la plupart des gens font un seul manuel, vous avez le manuel anti-blanchiment qui est obligatoire pour tout le monde et vous avez le manuel de procédure avec comment est-ce qu'on fonctionne à 100%, etc. en dehors de l'anti-blanchiment qui n'est pas obligatoire pour un petit cabinet. Donc voilà. Et donc maintenant, effectivement, au plus c'est documenté, au plus c'est pratique. Maintenant, quand on est tout seul, on n'a pas envie de commencer à expliquer quand j'ai un client qui arrive, je coche à cet endroit-là pour dire que c'est fait, ce qui me permet de vérifier que c'est bien fait. Voilà. Donc, voilà. Oui, excellent commentaire, Marie-Dominique. Effectivement, et si par exemple vous venez à tomber gravement malade, savoir à qui vous succédera dans vos dossiers et comment se passera cette succession et cette continuité d'entreprise. C'est une excellente remarque. Merci de Marie-Dominique. Alors, quatrième point qui est souvent, mais qu'est-ce donc une externalisation? Je ne sous-traite pas mes dossiers. Nous sommes vos sous-traitants d'une certaine manière. Si vous placez votre dossier dans le cloud, par exemple, que vous n'avez pas donc un enregistrement local, mais qui sont dans le cloud, prenons l'anti-blanchiment, vous êtes tenu par une certaine confidentialité aggravée dans le cadre de l'anti-blanchiment. Eh bien, imaginez que chez votre fournisseur d'espace de stockage, eh bien, ces dossiers ont fuité. Eh bien, c'est un accident possible d'externalisation. Quelle serait la mesure corrective? Arrêter de travailler avec la concurrence et venir chez Feed Manager, parce que là, ça ne va pas fuiter. Alors, mais c'est pour vous attirer votre regard. Au-delà de la petite blague, c'est pour vous dire que l'externalisation, ça va vite. Ce n'est pas simplement une sous-traitance. Alors, on vous demande évidemment d'être attentif aux questions d'anti-blanchiment. C'est difficile d'être attentif à des questions qu'on ne connaît pas. Trouver quelque chose qu'on ignore, c'est pas évident. Alors, on m'impose au cabinet trois niveaux de formation et d'information. La première information, c'est pour toute personne qui arriverait dans le cabinet, c'est de lui dire, voilà, notre procédure, notre documentation est là. Dans Feed Manager, elle est dedans, donc vous pouvez y accéder. Et puis, il y a une première obligation, une première formation, c'est pour les nouveaux collaborateurs qui n'auraient aucune expérience et qui arriveraient. Eh bien, dans les 6 mois, ils doivent recevoir une petite formation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et puis, tout le monde doit avoir une formation au minimum tous les 3 ans. Cette formation doit être adaptée aux fonctions. Il est évident que le niveau de formation demandé pour un collaborateur, je dirais, standard, n'est pas le même que celui qui est demandé à la Melco. C'est d'ailleurs bien pour cela que ce dernier remplit les fonctions qui lui sont dévolues dans ce cadre dans le cadre de sa fonction. Alors, outre ces questions-là, il y a la détection des opérations atypiques. Là, j'ai un petit peu plus de mal parce qu'on demande la mise en place au sein du cabinet, dans le formulaire, les critères qui sont mis en place. Les critères qui sont mis en place n'ont pas à être mis en place dans le cabinet. Les critères sont dans les annexes de la loi. Ils sont très simples. Il y a des opérations en cash trop importantes. Il y a des factures qui vous sont manifestement fausses. Et ça relève plus de la connaissance. Donc moi, je dirais oui, répondez oui, mais soyez conscients que ne peuvent être détectées que les opérations atypiques qui sont connues. Donc pour cela, il y a peut-être des niveaux de formation à atteindre. Pour le reste, et là, je ne vais vraiment pas m'étendre parce que la procédure d'opération atypique est complètement encadrée dans Feed Manager. Elle répond exactement aux prescrits de la loi et vous n'avez qu'à la suivre dès qu'une opération atypique est détectée. Depuis la détection par le collaborateur
et la possibilité pour ce dernier de le dénoncer de manière anonyme dans le logiciel jusqu'au traitement et à l'établissement du rapport. Mais Guillaume va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. On vous demande si vous avez, dans la question des embargos et sanctions, si vous avez constaté des manquements et si vous avez mis des actions correctives. Sincèrement, si vous avez manqué une question de sanction, je veux dire, si vous n'avez rien fait, évidemment, vous allez la manquer. Mais si vous avez fait le traitement correct de la question des sanctions, c'est-à-dire utiliser un module anti-blanchiment, vous êtes abonné au SPF Finance qui envoie les listes des personnes sous embargo et sanctions, et que vous l'avez loupé, il y a peu de chances que vous le constatiez à la fin de l'année. Et c'est une matière particulièrement compliquée, ça je vous l'accorde. Donc généralement, vous n'aurez pas constaté de manquement et des actions correctives seront difficiles si vous faites déjà ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est une matière complètement complexe. Je vous invite à regarder l'horrible fichier Excel que envoie le SPF Finance. C'est à s'y perdre. Alors, voilà, les déclarations CETIF, on vous demandera combien de déclarations à la CETIF vous avez fait sur l'année. Je vous espère aucune. D'ailleurs, il est probable que même si on est très nombreux, personne parmi vous n'en fera cette année. Il y en avait 344 l'année dernière, hein, sur toute la Belgique. Donc, ça risque pas d'évoluer beaucoup. Mais dans l'hypothèse où vous avez fait une déclaration à la CETIF, pensez bien à réévaluer le risque de votre client. Il est évident qu'un client pour lequel vous faites une déclaration à la CETIF est un client dont vous devez réévaluer le risque à la hausse. Une petite précision, parce que le logo est là, ça ne se fait plus sur des PDF. Hein. La déclaration à la CETIF maintenant se fait après enregistrement dans GoAML. Vous enregistrez, vous remplissez un formulaire qui est pour certains facile à remplir, pour d'autres complètement irréaliste. Moi, peut-être qu'on fera un webinaire, je ne sais pas, on verra avec Guillaume ce qui sera décidé sur le cours de l'année ou suite à vos demandes peut-être. Mais voilà, c'est sur le GoAML que ça se fait. Après déclaration, vous réévaluez le risque et puis parfois, il arrive que vous ne vouliez plus conserver le client. Et dans ce cas-là, on vous demandera de préciser le nombre de clients dont vous vous êtes défait au cours de l'année. Alors, la conclusion du rapport, parce qu'il ne faut pas que ça serve juste à cocher des cases et à dire ce que vous avez bien fait ou pas bien fait, c'est qu'éventuellement, si vous n'avez rien fait, vous avez un problème. Hein. Si vous n'avez pas bien fait quelque chose, eh bien, c'est de dire, pour l'année prochaine, on va continuer la même chose, on va peut-être intensifier la formation, on va peut-être être, il y a quelqu'un qui s'occupera du suivi plus rigoureux des cartes d'identité, parce qu'on a oublié de regarder dans notre outil, dans Feed Manager, on a oublié que les cartes d'identité étaient périmées. On va mettre en place une procédure complémentaire où on va faire des formations. Enfin, vous expliquez concrètement ce que vous pensez faire, ou bien vous dites non, tout a très bien fonctionné, je pense maintenir le niveau, dites que vous le faites bien, hein. Je pense maintenir le niveau de qualité de mon cabinet et pour poursuivre dans ce sens-là en faisant bien attention aux nouveautés. Et voilà. Et vous en avez terminé avec ce rapport. Théoriquement, avec ce qu'il y a à mettre dedans et comment dirais-je, et les facilités que vous offre votre logiciel de gestion, vous devez vous en tirer sans aucun problème en quelques minutes. Ça semble être une montagne, mais ça n'est pas. Ce qui est le plus important, encore plus que ceci, qui est plus du formalisme, et je vous rejoins sur le fait que c'est un peu administratif, c'est de vous poser réellement les vraies questions au terme d'une procédure de KYB, donc Know Your Business, je répète, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, que vous soyez tout seul ou que vous soyez 20. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer encore d'année en année votre position en matière d'anti-blanchiment? Et vous constaterez que pour ceux qui ont déjà été voir la norme qualité, que c'est ce qui va vous être demandé de manière générale. C'est-à-dire c'est une réévaluation annuelle de ce que vous faites pour savoir en quoi vous pouvez vous améliorer et en quoi vous avez péché pour ne plus le reproduire. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, je vous lis avec plaisir. Et si vous avez des questions vraiment plus pointues, je pense que vous pouvez vous adresser à Feed Manager. Ok. Alors, merci Victor pour cette partie. Alors, moi, je propose, juste avant de passer la partie Feed Manager, où on va vraiment montrer les 4 points que je vous montre, la centralisation des données, tout comme Victor, tu as parlé de la carte d'identité, où est-ce qu'on peut retrouver cette information. On parlera de la documentation interne, comment mettre à disposition des collaborateurs le manuel de procédure. Et on parlera ensuite, en 3e point, du suivi des formations, puisque comme Victor l'a dit, il y a 3 règles.
dans les 6 mois que l'engagement, la personne doit être formée, tous les 3 ans minimum, et ça doit être adapté à la fonction que la personne. Donc là, je vous montrerai un petit peu comment on peut facilement retrouver qui a été formé. Et ensuite, le dernier point qu'on verra, c'est le suivi des opérations atypiques. Alors, juste avant d'aller plus loin, j'ai vu quelques questions dans le chat qu'on peut. Je vois Ludovic qui nous a demandé où peut-on trouver le rapport dans Field Manager. Mais en fait, aujourd'hui, le rapport n'est pas disponible dans Field Manager puisque c'est un document qui n'est pas à générer au niveau d'un client comme une lettre de mission, mais c'est un document qui est à générer au niveau de la fiduciaire. Et donc, pour éviter qu'on confonde et qu'on commence à générer le document sur tous les clients, c'est un document qui n'a pas été intégré. Voilà, maintenant, il y a assez peu de choses à compléter. Est-ce qu'on va voir tout cela dans Feed? Je vais vous le montrer maintenant. Est-ce que c'est possible d'arrêter avec le beat? Bien sûr, j'ai arrêté, je m'en excuse. J'ai vu également qu'on parlait de quand il y avait une déclaration à la CETIF, est-ce qu'on doit arrêter ou pas la relation? J'en parlerai parce qu'on l'a bien mis dans le suivi de la tâche opération atypique. Et alors, je vois la question, Victor, ça tu peux peut-être, moi je dirais oui, mais est-ce que les stagiaires pour 3 mois doivent être. Enfin non, les stagiaires pour 3 mois, je suppose qu'on parle peut-être des stagiaires école, mais je pense. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils auront des missions, des missions d'enquête de lutte contre le blanchiment des capitaux leur soient attribuées. Après, évitez de virer vos collaborateurs après 5 mois et après 5 mois et 30 jours, ça passera une fois, peut-être pas deux. Hein, donc, mais non, c'est une question de bon sens. En fait, dans les 6 mois, quelqu'un qui voudrait devenir opérationnel devrait au minimum être un petit peu informé de ce qui se passe. Mais attention, l'information peut se donner en interne. Hein, vous pouvez clairement expliquer. Mais de nouveau, là, se posera toujours cette question de preuve, de faire les choses et de pouvoir les démontrer. Mais si vous pouvez démontrer qu'en interne, vous avez donné une petite formation de base LAB, ouais, pas de souci. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons rencontré récemment le SPF, qui sont les personnes qui contrôlent l'anti-blanchiment pour les centres d'affaires. Et le monsieur m'a gentiment dit, mais oui, moi, quelqu'un qui veut se former lui-même avec une vidéo YouTube sur l'anti-blanchiment, il peut, mais il doit me prouver qu'il a regardé la vidéo. Et il fait comment il se filme? Et il m'a répondu oui. Donc voilà, bon, je comprends, le contrôleur ne voulait pas dire qu'il demande aux gens de faire ça, mais à un moment, il faut pouvoir prouver. Alors, je vois encore, il y a une petite question. Alors, est-il possible de sortir une statistique client au niveau des risques faibles, moyens, forts? Oui, tout à fait, ça je vais montrer. À quand le code de déontologie ITA? Actuellement, nous devons appliquer les anciens avant des fusions. Donc ça, c'est plutôt une question pour l'ITA. Alors, formation obligatoire pour les employés et les collaborateurs indépendants ou juste en statut employé? Alors, moi, vas-y, je te laisse répondre. Non, c'est les collaborateurs indépendants. Vous les formez également, puisque de toute façon, ce sont vos sous-traitants et vous en êtes responsable. Donc, je pense que c'est une question de responsabilité. C'est une question de bon sens, oui, voilà. c'est ça. Donc, voilà. Alors, donc, on va venir. Hop, ah oui, et encore une petite chose. Il y avait un. Allez, mais trop doucement. Ok, je vois Morgane qui répond à la question qu'il y a eu tout à l'heure, enfin juste avant. Quand est-ce que les nouvelles normes vont arriver? Ça avance, mais trop doucement, malheureusement. Alors, moi, une petite chose que je vous invite à aller voir, qui est vraiment pas mal fait du tout. Ouais. L'ITA, sur le blog ITA, a fait un article qui explique comment compléter son rapport AMLCO. Si vous tapez blog ITA rapport AMLCO annuel, vous allez tomber sur leur article qui est vraiment pas mal fait du tout. Ils l'ont sorti fin décembre. Hein. Oui, et si je peux en remettre une couche, il est vraiment bien fait parce qu'il est assorti de petits cas concrets. Et ça permet de bien comprendre ce qu'il en est. C'est franchement pas mal fait du tout. Morgane vient de le mettre. Mais je suis observé par Morgane. Donc voilà. Morgane vient de mettre le lien dans le chat. Là, je vous invite vraiment à le regarder. Il est vraiment bien fait. Franchement, c'est top. Ça a été fait par Axel de Kaiser, qui est le juriste à l'ITA. Elle a vraiment bien fait ça et tout. C'est pas mal du tout pour ça, quoi. Okay. Alors, maintenant, on va quitter le PowerPoint. Et tout d'abord, on va passer en revue le fameux modèle de l'ITA. Donc, Victor, je vais le passer. Tu m'arrêtes si tu penses que je dis des choses qui sont incorrectes, puisque je vais le faire en fonction de ce que tu as expliqué pour voir si tu as bien expliqué. On va voir s'il a bien retenu la leçon. Alors, première partie, l'identification. Comme dit Victor, je ne vais pas vous faire l'affront de le faire. J'en profite pour rappeler la partie d'audit indépendant est uniquement nécessaire si vous avez un cabinet de plus de 100 personnes. OK ?
Alors, l'évaluation globale des risques du cabinet, ben, on vous demande quand est la dernière que vous l'avez faite, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous l'avez faite, pour vérifier tout ça. Et donc, ici, on a demande de justifier au cas où l'évaluation globale ne serait pas adaptée, n'a pas dû d'être adaptée ou a dû être adaptée, pourquoi et comment. Okay, donc, en fonction des significatifs. Alors, là, c'est concernant les procédures internes. Donc, quand est-ce que vous avez modifié votre manuel de procédure en cours d'année? Si oui, pour quelle raison? Vous voyez? Et la date de la dernière modification qu'on vient mettre ici. OK? Alors, est-ce qu'il y a des manquements qui ont été constatés? Ben, comme Victor l'a expliqué, oui, non. Et si oui, qu'est-ce qui a été découvert comme manquement? Après, une fois qu'on est là, ben, qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que on puisse y remédier? Donc, vous voyez, assez simple. C'est vraiment, je sais que dans le sondage, je ne suis pas revenu dessus, mais hop, si je reviens rapidement dessus, vous êtes 48% à avoir répondu trop administratif, trop de paperasse, et 30% trop de temps, manque de ressources. Et ben, je pense que ça veut dire que ça fait quasiment, ça fait 78% qui trouvent qu'effectivement, ben, ce n'est pas le plus efficace. Et parce qu'en fait, toutes ces questions, c'est des questions de bon sens, comme Victor dit, et c'est des questions dont vous connaissez les réponses. Bien souvent, ce qui est énervant pour vous, c'est de prendre le temps de se poser la question et d'y réfléchir quand même un petit peu, de se souvenir de tout ce qui s'est passé durant l'année. Alors, l'externalisation, le cabinet a-t-il confié des tâches à l'IBC FT à des prestataires de services externes? Oui. Et alors, on explique s'il y a eu des manquements qui ont été constatés. Voilà. En théorie, la réponse, ça sera oui et non là, et donc il n'y a pas de réponse à donner. Ensuite, vous avez toutes les questions concernant la sensibilisation des collaborateurs afin de répondre. Donc, on a ici, tout nouveau collaborateur est informé que l'endroit où consulter le manuel de procédure. Un des trucs que vous pouvez faire assez facile pour mettre ça en place, c'est simplement de le noter dans le règlement de travail. Et si vous faites signer un règlement de travail à tout nouveau collaborateur, ça, c'est simple. Bon, maintenant, le problème, c'est un indépendant qui vient travailler. Est-ce que vous lui faites signer le règlement de travail? Voilà. Alors, les collaborateurs qui débutent, ont-ils suivi une formation dans les 6 mois? S'il y a des nouveaux collaborateurs, on doit répondre oui ou non. Est-ce que les collaborateurs ont une formation au moins une fois tous les 3 ans? Et est-ce que de la documentation a-t-elle été communiquée aux participants? Voilà. Alors, sous quel format a lieu la formation? Et si la formation a lieu sous forme de séminaire ou d'e-learning, quelle a été la durée de la formation? Voilà. Donc ici, ce n'est pas comme au SPF, on vous demande de prouver que vous l'avez bien regardé, mais bien de pouvoir justifier que ça a été demandé. Alors, hop, je regarde s'il y a des questions. Le code ID pour ceux qui PC. Ouais, ok, rien d'intéressant. Savez-vous quelle est la régularité des contrôles qualité pour chaque fiduciaire? Alors, je pense que c'est prévu tous les 7 ans, mais je pense qu'actuellement, vu le nombre de rapporteurs par rapport au nombre de... C'est une question à nous, hein, ça. Pardon? C'est une question à nous. Oui. C'est ça que je répondais. Ok, parce que c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui votent pour dire qu'ils veulent aussi la réponse à cette question. Okay. C'est ça le compteur que tu vois augmenter. Et donc, mais je pense qu'ils sont à plus de 7 ans. Voilà, je crois que Morgane est dans le chat. Je pense qu'elle a la réponse. Mais normalement, je pense que c'est 7 ans. Oui, voilà, je vois qu'il y en a plein qui ont répondu 7 ans, 7 ans, 7 ans, donc je suis juste donc. Alors, au niveau des opérations atypiques, est-ce que des critères ont été mis en place au sein du cabinet afin de repérer des opérations atypiques? Ça, c'est ce qui est noté au niveau du manuel de procédure interne et qui se rapporte à la loi, puisqu'il y a des critères qui sont aussi définis par la loi. Maintenant, vous pourriez toujours en rajouter des supplémentaires. Est-ce que les collaborateurs sont au courant de la procédure de comment ça doit se passer en cas d'opération actuelle, d'opération atypique? Voilà, donc comment est-ce que les collaborateurs sont mis au courant? Et là, on demande combien de rapports ont été rédigés et combien d'opérations atypiques ont été classées sans suite. Je vous montrerai juste après comment on peut trouver de l'information dans FieldManager. Ensuite, au niveau des embargos et sanctions financières, c'est simplement oui ou non. Donc ça, Victor a bien expliqué. Voilà. La déclaration à la CETIF, je vais répondre aussi dans FieldManager, c'est combien il y a eu de déclarations CETIF? Est-ce qu'on a bien effectué une révélation du risque?
et combien de clients n'ont pas été conservés, donc combien de clients a-t-on mis fin à la relation suite à une déclaration à la CETIF. Et puis la conclusion, c'est simplement de reprendre, de refaire une conclusion des points précédents pour dire comment vous allez améliorer votre gestion des risques au niveau du cabinet. J'ai bien répondu? Voilà. Je n'ai pas tout répété ce que tu avais dit, mais je trouve que c'était pas mal. Mais c'est simplement insister sur le fait que, une fois que vous avez bien compris ce qu'il en est, et je l'admets, hein, c'est rebutant, c'est de nouveau des feuilles à remplir, mais vous n'en avez pas pour 1 heure à remplir ça. Si vous avez le principal travail, c'est cette évaluation du cabinet, ce qui YB. Si ça c'est fait, remplir ceci tient de la formalité. En fait. Okay. Alors, super. Maintenant, on passe dans la partie pratique. Et donc là, je vais vous montrer de manière pragmatique quel est ce document que vous projetez à l'écran. Modèle ITA. Oui, tout à fait, Barbara, c'est le modèle ITA. Si vous allez sur BeExcellent et que vous tapez modèle rapport annuel AMLCO, vous le trouvez, c'est le module, c'est le document 7.5.2. Vous le trouvez dans anti-blanchiment modèle. Et puis, vous avez une longue liste avec toute une série de modèles de documents. Alors, on va se connecter maintenant dans un environnement et on va avancer de manière plus pragmatique. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'était le point 2 dans mon slide, dans ce qu'on va montrer de manière pragmatique, c'est comment mettre à disposition de tous les collaborateurs la documentation interne. Donc, ici, dans l'onglet documentation interne, vous avez possibilité de venir mettre un manuel de procédure interne. Alors, comment est-ce qu'on fait? On clique simplement sur la petite roue dentée et on peut venir ajouter, par exemple, un fichier PDF qu'on vient charger sur son ordinateur. Et tout collaborateur qui a accès à Field Manager a accès au manuel de procédure interne. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Alors il est évident que sur votre serveur, vous allez garder la version Word pour pouvoir la modifier, mais vous allez pouvoir enregistrer la version PDF à cet endroit-là. Deuxième point, vous avez ici des alertes qui sont pour les tâches. Donc, vous pourriez avoir des alertes pour les tâches opérations atypiques, mais également pour tout ce qui est carte d'identité dedans. Et donc, pour rappel, on voit ici l'expiration des cartes d'identité à partir d'ici. Donc, si je vais sur une fiche client, hop, on arrive directement dans la fiche client. Et alors, on a rajouté maintenant, il y a quelques mois, vous voyez que le champ n'est plus en ordre, un petit bouton qui permet, quand vous cliquez dessus, de directement envoyer le mail pour demander au client sa carte d'identité. Et vous voyez que quand vous l'envoyez, on vous rappelle, attention, il a déjà été envoyé au client il y a 3 ans. Voilà. Ben là, j'ai envie de dire, il y a un petit manquement parce que... un gros manquement. Oui, un gros manquement. Donc ça, c'est peut-être à signaler dans le rapport AMLCO. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas une chose, vous pouvez toujours retrouver de manière globale, ici dans loi anti-blanchiment, tous les clients. Alors moi, j'ai tendance à le faire par l'écran indépendant et personne physique, de voir tous ceux qui sont en ordre de carte d'identité. Alors, petit rappel, vous pouvez toujours filtrer par date toutes celles qui sont en erreur et par date croissante ou décroissante. Voilà. Parce que si, en fonction ici, vous voyez que si vous mettez croissante, vous avez celles qui viennent d'être périmées. Voilà. Okay. Donc, à partir de là, et toutes celles qui correspondent à votre fil, par exemple, toutes celles en erreur, les 12, vous pouvez, à partir d'ici, action, envoyer des courriels, et vous venez alors sélectionner votre courriel, ici, le courriel standard qui est proposé en Field Manager, c'est ID, et donc, on a un mail standard qui est là et qui vous propose. Vous pouvez toujours le modifier et qui apparaîtra en fonction de la langue du client, français ou néerlandais, si vous avez des clients néerlandophones ou même anglophones. Hein. Voilà. Alors, si on n'a pas le filtre CI, comment l'ajoute-t-on? En fait, il est créé en standard dans le menu tâches. Si vous allez ici sur indépendant et puis sur personne physique, vous avez ici un filtre standard qui existe, qui est CI périmée ou manquante. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours venir filtrer sur toutes celles qui sont en erreur. Voilà. Bon, moi ici, pour mon cas, j'ai coché pas nécessaire, mais il ne faut pas le faire. Et puis, vous avez un petit plus qui apparaît ici, qui vous permet d'enregistrer le filtre. C'est juste que moi, si j'enlève pas nécessaire, il ne me propose pas d'enregistrer le filtre. Je n'ai pas de petit plus parce qu'il est déjà enregistré. Alors, je vois des questions. Si on a le filtre, faut-il vraiment arrêter? Ok, oui, bon. Voilà. Je n'ai pas l'icône dans votre mail à côté de la CI. Dois-je faire quelque chose? Alors,
L'icône ici, c'est tout simplement, si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez désactivé le mail standard qui est proposé pour le faire. Là, le mieux, c'est d'appeler le support pour qu'on voit, puisque c'est vraiment spécifique à vous. Okay. Alors, si on revient dans, on va peut-être prendre un client, je vais prendre mon client Feed Manager. Hein. Ben, aussi, une chose qui est importante, ben, s'il y a des manquements, ben, ça serait le cas où votre loi anti-blanchiment ne serait pas en ordre. Je ne vais pas vous rappeler tout comment vous faites pour générer la loi anti-blanchiment, mais vous pouvez à partir d'ici la générer. Ce qui est important, c'est de bien compléter vos mandataires, vos actionnaires, et de vérifier que les BE proposés sont justes. Pour répondre à la question tout à l'heure, on me demandait, oui, comment est-ce qu'on peut faire pour voir le niveau de vigilance des clients? Ben, ici, au niveau de la fiche client, vous savez venir paramétrer, simplifier, normal ou renforcer pour vos niveaux de vigilance. Et via la vue voir tous les clients, vous savez, je vais enlever mes filtres. Voilà, on revient ici, hop, ici. Vous savez voir, ben, j'ai 471 clients en normal, 6 en renforcé, 3 en simplifié. Si je peux intervenir, c'est un élément fondamental de votre KYB, hein, donc de l'évaluation globale du risque de votre cabinet. Si vous étiez en 471 renforcé, évidemment, vous devriez vous placer vous-même en cabinet dit à risque par vous-même et donc renforcer vos procédures, vos vérifications et être plus sur la balle. Voilà. Alors, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, on est en train de développer un module qui va aller plus loin au niveau de l'anti-blanchiment, de façon à vous permettre de répondre aux nouvelles obligations du règlement européen qui est sorti en 2024 et qui sera d'application en 2027, octobre, juillet, je ne sais plus le mois. Alors, j'en profite juste pour vous publier un dernier petit sondage. Pour ceux qui sont venus à la Tech Day, c'est une journée en fait pour nos clients. Bien sûr, ceux qui ne sont pas clients sont les bienvenus. On a organisé un sondage et en fait, on a organisé ça l'année passée. Et donc, moi, j'aimerais savoir s'il y en a qui seraient présents, qui vont venir. Il y en a qui ne sont peut-être pas intéressés. Voilà. Et juste pour vous dire que je vous invite déjà à bloquer vos agendas, puisque ce sera le 17 septembre 2026. Et on lancera les invitations à partir de fin avril, dans ces environs-là, fin avril, début mai. Donc voilà, et je vous invite vraiment à venir. Cette année, malheureusement, l'année passée, c'est notre première édition. On avait comme objectif 100 personnes. Vous étiez 300 personnes. Ça aura toujours lieu au Kinépolis à Imagine-Brain. Et par contre, cette année, on va bloquer les places à 450 personnes, puisque c'est le maximum qu'ils peuvent accueillir dans une salle. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, ne tardez pas de prendre des places rapidement. Alors, ensuite, je vous ai expliqué la fiche client. Je vous ai expliqué la centralisation des données clients. Je vous ai expliqué la documentation interne. Et le dernier point que je vais vous montrer maintenant, ce sont la gestion des opérations atypiques. Alors, je vais prendre un exemple. Ben, on va prendre le casino de Knock, hein, très simple. Voilà, très bon exemple. Un collaborateur qui viendrait à détecter une opération atypique. Alors, comment ça se passe? Je regarde avant. C'est quoi simplifier? Simplifier, c'est faible, si vous préférez. Donc, vous avez les niveaux de risque et vous avez les niveaux de vigilance. Donc, le niveau de vigilance est la conséquence du niveau de risque. Alors, comment est-ce qu'on fait? On vient dans légal. Et une fois qu'on est dans légal, le collaborateur peut venir générer des modèles de documents. Quand il vient ici dans formulaire opération atypique, il a un formulaire qui arrive à l'écran. Alors, voilà, ici, on a nature de l'opération contre l'événement. Je ne sais pas, moi, dépôt en cash de plus... Oups, j'ai été trop vite. Dépôt en cash de 150 000 euros. Voilà. Date de l'opération, c'est la date où on voit le dépôt sur le compte en banque. On va dire... le 14 février, hein, Saint-Valentin, il y a beaucoup. Et puis, le montant aussi applicable, hop, on met. On peut venir ici compléter des informations supplémentaires, bien que ce soit un casino, tout paiement en cash de plus de 3 000 euros doit être accepté. Pardon? C'est un point, enfin bon, soit, mais le paiement en cash est un mauvais exemple. Ouais, c'est pas... Voilà,
C'est toute opération atypique, effectivement. L'opération en cash n'est pas le meilleur des exemples. Non, mais c'est parce qu'en fait, les opérations en cash de plus de 3 000 € doivent effectivement faire l'objet d'une sorte de dénonciation. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une opération atypique. Et il n'est pas pour autant nécessaire d'atteindre un certain montant pour que l'opération soit atypique aussi. Je veux dire, dans la loi, il y a deux volets. Mais bon, c'est du détail. Là je fais mon juriste de plateau. Mais c'est très bien, il le faut. Alors, ici, vous voyez, le document est automatiquement généré. Vous remarquez que le collaborateur ne sait le générer qu'en PDF ou en Word. Alors, on télécharge le document, et puis qu'est-ce qui va se passer? Le collaborateur soit va l'imprimer, va venir le mettre dans une boîte dans le cabinet, ou simplement sur votre bureau, ou alors il va dire, moi, je ne veux pas garder la confidentialité, ça ne me dérange pas d'être l'anonymité, pardon, c'est pas la même chose, et il va venir recharger le document. Juste pendant que Guillaume fait l'opération, petite parenthèse, de nouveau, on revient sur cette question de loi à l'attention des banques, cette question d'anonymat et de confidentialité qui est plus en relation que pour avoir un employé avec sa hiérarchie dans une banque. De toute évidence, si vous êtes 4 à travailler et qu'une déclaration d'opération atypique ou d'opération suspecte surgit dans le dossier de monsieur Untel que traite mademoiselle Untel, c'est probablement pas un autre collaborateur qui l'a fait. Donc, la loi l'impose, mais en réalité, ça, c'est très, très relatif à votre niveau. Et pour être honnête, je ne connais aucune fiduciaire à laquelle ça s'applique réellement. C'est-à-dire que même une fiduciaire de 100 personnes, vous n'avez jamais 100 personnes qui travaillent sur le dossier. Vous allez avoir un assistant, un responsable, un senior, un associé, peut-être une secrétaire. 5 personnes. Ça va être compliqué de savoir qui a travaillé sur le dossier. Hein. Donc, voilà. De ne pas savoir. Oui, d'ignorer qui l'a fait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le document est là, qu'est-ce qu'on fait? On le valide. Alors, le collaborateur, à ce moment-là, il ne sait plus, il a démarré automatiquement la tâche opération atypique. Et dans le menu tâche, maintenant, vous avez opération atypique qui apparaît. Cette tâche opération atypique n'est disponible que si et uniquement si vous avez donné les accès aux collaborateurs. C'est-à-dire que sur la tâche opération atypique, on a mis un niveau confidentiel, et c'est-à-dire que cette tâche-là, dans le paramétrage standard de FinManager, uniquement les administrateurs ont accès à cette tâche. Voilà. Donc, je clique dedans, je vois mon client Casino Knock, et vous voyez que mon document est bien là sur la date du 17 du 2. Je peux venir l'ouvrir à l'écran et vous voyez, c'est bien le document que j'ai généré. On a une première étape document interne. Ce document, ça peut renvoyer à un document qui vient de cette Be Excellent, je pense. Je pense bien. Qui est en fait dans le cadre légal. On l'avait un petit peu adapté. Je pense que tu avais rajouté quelques informations, Victor. Et donc, ce sont des exemples qui vous aident à trouver ce qu'est une opération atypique. OK. Une fois que tout ça est fait, on a prévu, encore une fois de plus, pour faciliter la vie, un questionnaire pour analyser ce qui s'est passé. Donc, on peut venir ici renoter ce qui s'est passé. Je vais mettre, même si c'est un mauvais exemple, paiement 150 000. Je viens sélectionner si c'est une opération atypique, un comportement atypique ou une autre situation à décrire. Et de là, on a des propositions d'opérations. Bien sûr, vous savez toujours sélectionner aucune des opérations précitées ne correspond. Voilà, moi je vais cocher ceci. Ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a analysé, c'est se poser la question de est-ce qu'on doit encore analyser? Voilà. Est-ce qu'on doit demander des informations au client? Est-ce qu'on doit demander des informations à l'auteur identifié en interne, autres, etc. Et ensuite, très important, je reviens par rapport à une question qu'on a posée, il y a 4 finalités. Soit classement sans suite pur et simple, le collaborateur a détecté une opération atypique qui n'en est pas une. Soit ce n'est pas une opération atypique, mais on remarque que le client évolue un petit peu dans ses activités et qu'il y a un peu plus de cash que d'habitude. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? On va seulement réévaluer le risque du client. Soit il y a une dénonciation à la CETIF avec 2 possibilités. Soit sans rupture des relations professionnelles, soit avec rupture des relations professionnelles. Et on a mis un petit rappel. Si on met sans rupture de relations professionnelles ou avec, attention, la déclaration à la CETIF doit rester confidentielle, interdiction de divulguer.
Alors, je vois une question. Quand on désactive le client pour générer une déclaration, on doit retrouver le client, le réactiver pour retrouver la déclaration émise. Alors là, Déborah, c'est quelque chose que je vais tester juste après quand on fera l'info. Voilà, je vois qu'il y a des questions aussi. L'AMLCO est-il informé via FIT lorsqu'un collaborateur remplit ce formulaire? Doit-on paramétrer l'AMLCO dans FIT? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous pouvez mettre une alerte en fonction du responsable du dossier. Voilà, maintenant qui n'est pas spécialement l'AMLCO. Donc, ce qui est possible de faire, je vais le montrer, je vais le montrer juste après. Je vais terminer en fait dans les paramétrages. Il y a moyen de forcer pour dire que d'office, c'est une personne spécifique qui reçoit les alertes. Je vous le montre juste après. OK, donc voilà, on va verrouiller, on a fini notre travail. Et donc là, on voit. Alors, est-ce qu'on a reçu les informations du client? Ben, si c'est nécessaire, pas nécessaire, on a demandé des informations supplémentaires. On vient ensuite de générer un rapport AMLCO en interne. Et donc, ce rapport, Victor, il est à conserver 10 ans. Ouais. Voilà. Donc, voilà, bon, ici, même en néerlandais, parce que la langue du client est en néerlandais. Hop, je rechange en français. Voilà. Et donc, vous avez un rapport qui est celui qui vient de l'ITA. La seule question que nous, on a rajoutée par rapport à Suite l'ITA, c'était la question 7.3. C'est parce qu'il n'était pas dans Suite l'ITA. C'était, je pense que c'est celui-là, 7.3 ou 7.2 qu'on a rajouté, où on demande oui ou non est-ce qu'elle maintient la relation avec le client. Voilà. C'est un détail. Hein. Ensuite, est-ce qu'il y a une déclaration à la CETIF qui est faite? Si on ne fait pas de déclaration à la CETIF, on vient indiquer simplement pas nécessaire. Okay. Alors, on va dire que mon rapport ici, il est fait. Et dernière chose très importante, c'est est-ce qu'on refait la fiche de détermination du niveau du risque? Soit on ne met pas nécessaire parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Je pense que dans la plupart des cas, même dans 100% des cas, ça serait plutôt pas mal de refaire la fiche de détermination du niveau de risque, de la repasser en revue pour la refaire. Juste un petit ajout par rapport à ce qu'a dit Guillaume. Le formulaire sur GoAML, le formulaire électronique sur GoAML permet d'y adjoindre des annexes. C'est pas du luxe si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre déclaration AML, dans GoAML, pardon, de mettre en annexe le rapport que vous avez généré dans FIT. Hein. Ça, c'est pas un souci. Et ces rapports-là, vous pouvez aussi les mettre avec votre rapport annuel d'activité d'AMELCO. Vous êtes tenu par un secret professionnel strict, particulièrement strict, en matière de déclaration de soupçon à la CETIF, mais délivrer de cette obligation, de ce secret professionnel à l'égard de vos autorités ordinales, c'est-à-dire l'État. Donc, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Si ça vous est demandé en cas de refus qualité, vous n'avez aucun souci à vous faire au niveau du secret professionnel. C'est prévu dans la loi, hein, c'est article 84, 85, dans ces eaux-là. Alors, une fois que, hop, je vais ici clôturer, on va dire que c'est fait, voilà, et vous voyez qu'alors c'est fait. Une des questions que vous avez, c'est combien d'opérations atypiques avez-vous fait sur l'année? Le petit souci qu'il y a actuellement pour retrouver les tâches clôturées, c'est que dans Feed Manager, une fois que toutes les tâches non récurrentes sont clôturées, dans le menu tâches, elles n'apparaissent plus. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour retrouver l'information. Soit vous enregistrez une fois votre URL, simplement, puisqu'en fait, chaque tâche a son propre ID. Ici, dans mon environnement, l'ID de la tâche opération atypique, c'est 94. Soit vous démarrez une tâche non récurrente sur un client test. Voilà. OK. Alors, maintenant, je vais répondre à la question. J'ai eu la question tout à l'heure de Déborah. Qu'est-ce qui se passe quand on... Ouais, c'était pas supprimer que je devais faire, pardon. C'était supprimer le client que je devais faire. Hop. Voilà. Et si je fais... hop, je viens ici désactiver. Voilà. Et si je viens ici et que j'actualise ma page, ben, vous voyez que... Voilà. J'ai une question, Déborah. Pourquoi est-ce que vous supprimeriez un client pour lequel vous avez fait une déclaration d'opération atypique? Mais s'il n'est plus client, tout simplement, si on met fin à la relation client. Pour l'archiver, mais pas le... Mais il l'archive et en fait, il est dans la corbeille et effectivement, il n'affiche plus. Voilà. Je vais le noter pour voir comment on peut améliorer ça. Client supprimé. OK. Je reviens à la question de Gésaline. Je pense que j'ai bien vu. Alors,
de Gézaline. Alors, il y a une autre possibilité, Déborah. Il y a un module qui existe actuellement, mais on ne l'a pas encore sorti pour analyser les tâches, mais il faut que je vérifie, etc. Donc, je te reviendrai avec une solution. Alors, c'était quoi que je voulais montrer? Oui, pardon. Comment est-ce qu'on indique la personne qui doit recevoir les notifications pour les tâches opérations atypiques? On va dans le menu tâches tout en dessous, paramètres des tâches, et on vient sélectionner opération atypique. Vous voyez ici que vous avez un petit 1 parce qu'il y a une notification au niveau de la tâche. Et en fait, ici, vous avez assigné 1 varie par le client associé. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'un client a une opération atypique, c'est l'associé qui aura la notification. Si vous dites non, non, en interne, c'est toujours la même personne chez nous qui a, vous pouvez venir surcharger la donnée en disant que le responsable à MLCO, c'est David Brown. Et donc, ça veut dire que dès qu'il y a une opération atypique, sur la page d'accueil, les alertes opérations atypiques seront pour David. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir une recherche pour les clients désactivés? En fait, s'il en existe une recherche, c'est simplement une qui correspond au, comment dire, au navigateur. Si vous faites CTRL F, vous savez faire rechercher. Et si vous tapez Health, là, par exemple, vous retrouvez le nom du client. Voilà. Donc, simplement avec CTRL F, vous savez retrouver la recherche existe. Elle n'existe pas en tant que telle intégrée dans FeedManager, mais avec un CTRL F simplement, où je crois que si on fait clic droit, rechercher, search, je ne sais plus comment. Pardon? Je ne vois pas non. Non, je crois que c'est dans les options du navigateur. Il faut faire More Tools. Et on a ici, voilà, je pense que c'est ceci. Ouais, donc, c'est CTRL F, je ne connais pas comment on fait l'autre méthode, mais si vous faites CTRL F, vous savez venir rechercher dans l'écran. Voilà. OK. Bon, ben super, on a vu pas mal de choses ensemble. J'espère que ça va vous aider à avancer dans le remplissage de votre rapport annuel. Donc voilà. Alors, dernière petite chose, n'oubliez pas que si vous avez des demandes pour des sujets plus spécifiques, pour des webinaires, n'hésitez pas à venir vers nous. Dans le prochain webinaire, je préparerai des questions afin de savoir le type de webinaire que vous préférez. Parce qu'ici, c'est un webinaire un peu plus juridique, avec une partie pratique. Est-ce que c'est un format que vous aimez bien? Est-ce que vous préférez un webinaire purement au monde des fonctionnalités FeedManager, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes sur la boîte info. Alors Laurent, il y aura bien un replay qui sera disponible si vous avez été inscrit. Et en plus de ça, on le mettra sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on fait des webinaires pour vous. Et donc voilà, allez, à très bientôt et merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Belle journée et à très bientôt. Merci Victor. Merci à vous, au revoir.